Quand on prépare une expatriation vers Singapour, il y a 3 gros postes de budget. Donc il va y avoir le logement, la scolarité si vous avez des enfants, et ensuite la santé. Aller à nos amis de chez Airbus, ils nous ont ravis avec la 380, mais ils nous ont pas sorti le supersonique. Donc vraiment, se souvenir qu'aller à Bali avec son ordinateur, c'est bien pendant quelques mois, mais finalement c'est ici que le vrai business, que la vraie je dirais, le vrai accès à des marchés internationaux se passe. C'est pas rare d'avoir des maternités qui coûtent environ 70 000 $, donc 50 000 €. Voilà. Donc ça, c'est exactement. On peut prendre un café, Arnaud, mais on peut aussi prendre une bière. Ouais. Donc ça, c'est rassurant. Le gros changement, c'est justement que par rapport à la France, lorsque vous arrivez, on a l'habitude que tout soit remboursé justement à travers notre couverture de sécurité sociale, mais ici c'est pas le cas. Il faut faire des choix. On l'a déjà vu dans certaines de tes vidéos, c'est une vie qui est quand même très agréable, on est assez protégé et ça permet justement d'évoluer assez focus sur son travail. Alors pour un entrepreneur comme moi, c'est extrêmement porteur. Il y a une dynamique que l'on retrouve à la fois dans la communauté francophone et dans le paysage, je dirais, local, et ça permet justement d'être porté par ça et vraiment de bien développer son activité ici. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien qui va nous partager son expérience d'expatriation ici à Singapour. Vous avez envie de vivre à Singapour, Hong Kong ou ailleurs? Sur objectifexpat.fr, je vous guide à chaque étape, de la planification à l'installation. Accédez à des guides pratiques, des checklists et d'autres outils pour réussir. Rendez-vous sur objectifexpat.fr et réservez votre session dès aujourd'hui. Alors, bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ton partage d'expérience. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement donc ton âge, ton métier, puis surtout ton parcours pour arriver ici à Singapour? Ouais, bonjour Arnaud et merci de m'inviter aujourd'hui, c'est sympa, ta chaîne elle est quand même super sympa et elle permet à beaucoup de gens d'apprendre, j'espère, des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. Sur Singapour, sur le parcours d'expatriation, donc c'est vraiment top. Alors moi je suis Sébastien Deschamps, je suis à Singapour depuis maintenant 20 ans. Je suis arrivé en 2005 ici pour un volontariat international à l'étranger, donc les VIE, les fameux VIE, qui sont très convoités. Je suis resté donc 2 ans en VIE, et après ça j'ai monté des sociétés, toujours axées vers le support à l'expatriation. Donc d'abord un site internet qui s'appelait expatfinder.com, qui était un grand comparateur d'assurance santé justement et de produits financiers pour les expatriés. Alors il faut voir qu'à l'époque c'était un peu le début du web, c'était le début de Facebook, donc c'était intéressant ces portails qui permettaient justement d'accéder à la fois à des guides et des comparaisons de produits très ciblés. Ensuite, j'ai monté un logiciel informatique, donc un software, un SaaS, comme on dit, sur justement la gestion des avantages sociaux pour les expatriés. Et ça a bien marché. La société s'est vendue au leader de la catégorie il y a maintenant 3 ans. Et dans ce parcours-là, toujours axé également sur les bénéfices, ce qu'on appelle benefits, sur les assurances, j'ai pu monter une société de courtage en France et plus récemment une société de conseil ici à Singapour pour accompagner les expatriés, principalement francophones mais de toute nationalité, sur les problématiques d'assurance santé. D'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur le VIE, puisque je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes qui nous regardent, le volontariat international d'entreprise, qui est quand même une porte vers l'expatriation. Donc toi, tu es passé du VIE à la création de société. Donc tu faisais un VIE pour une société, ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton VIE voilà. Alors, c'était il y a 20 ans, mais je m'en souviens encore quand même. C'était un formidable tremplin. Moi, j'étais déjà en fait à Hong Kong, et donc j'ai eu l'opportunité de venir travailler pour une banque ici. Le VIE, c'est quoi? C'est à peu près 2000, je crois, à travers le monde. Ici, à Singapour, à peu près 200 VIE qui sont principalement dans les grands groupes. Alors, en ce moment, c'est un peu trusté par les grands employeurs, les grandes marques françaises qu'on connaît, malheureusement, parce que c'est quand même un tremplin également pour les PME. Donc, permettre aux PME de rayonner sur les différentes régions du monde. Pour te dire, c'est très convoité, mais le message en fait que je pourrais passer, c'est que c'est intéressant, si vous êtes proche d'une entreprise en France, de leur proposer le programme. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est intéressant d'un point de vue budgétaire pour l'entreprise, d'envoyer quelqu'un pour développer le business, justement en Asie par exemple. Et alors pour ma part, à la fin du VIE, j'ai effectivement créé une entreprise. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le paysage
des visas est très très différent. Donc à l'époque, vous aviez la possibilité justement de passer sur un entrée-passe, c'était le cas pour moi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que finalement le paysage des expats ici a quand même beaucoup changé. Il y a moins de gens qui viennent ici pour tenter leur chance parce que c'est des coûts de la vie qui sont un petit peu supérieurs et justement le manque de visa, d'accès au visa qui pose aussi problème. Oui, c'est un peu plus compliqué, un peu plus compétitif, mais ça reste possible quand même si vous avez des bonnes idées en termes d'entreprise, d'entrepreneuriat. Donc, on va passer à la vie quotidienne à Singapour. Quel est ton avis sur le coût de la vie ici à Singapour? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves chères ou au contraire abordables ici au quotidien? Alors, quand on prépare une expatriation vers Singapour, il y a 3 gros postes de budget. Donc, il va y avoir le logement, la scolarité si vous avez des enfants, et ensuite la santé. Ça, c'est les 3 principaux sur lesquels il faut vraiment passer du temps et bien budgéter. Sur le logement, je vous laisse regarder, toutes les informations sont accessibles en ligne, les sites tels que Property Guru et autres, et les vidéos que tu as faites aussi qui permettent bien de voir un peu quels sont les quartiers, les prix à Singapour. Exactement. Le deuxième, ça va être justement la scolarité. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous arrivez, vous serez sur un statut qu'on appelle le non-résident, certainement. Donc, vous ne serez pas tout de suite résident permanent. Lorsque vous êtes résident permanent, vous avez accès aux écoles locales et à des prix beaucoup plus intéressants, je dirais, de l'ordre du tiers ou du quart de ce que vous payerez avec une école internationale. Donc, toi, est-ce que tu as des enfants, justement, tu peux Tu as des, tout à fait. Alors moi, je suis résident permanent ici et ma femme étant singapourienne également, nos enfants ont accès à la scolarité locale et on paye en fait ce que les résidents paieraient, donc qui sont encore moins cher que ce qu'un résident permanent paierait. D'accord. Donc l'école française internationale, par exemple, par expérience, il me semble que c'est 25 000 Singapour dollars par an. Est-ce que tu aurais un chiffre en tête pour les écoles locales par rapport à ça? Et c'est voire l'école internationale la moins chère de Singapour. Après l'école, par exemple, américaine, je pense que ça monte à 60 000 par an. Donc en école locale, tu peux nous donner un... Arnaud, tu sais combien il y a d'écoles internationales justement à Singapour? Il y a plus de 100 écoles internationales. Donc, faire un calcul de comparaison sur tous les prix serait un peu compliqué. Il y en a qui sont accessibles en ligne. Le prix que tu as donné pour l'IFS, l'International French School, est à peu près correct. Tu inclus aussi peut-être le transport et les frais de bouche et tout ça. Exactement. Maintenant, si tu es résident permanent et que tu veux avoir accès aux écoles locales, ça va être tourné plutôt autour de 5 000 $ par an. Donc, c'est nettement moins cher. Et pour des résidents comme nous, on parle de 6 $ par mois. Waouh, ok, voilà. Grosse différence. Et comment tu trouves l'éducation, le système éducatif singapourien pour tes enfants à Singapour, comparé à l'éducation que tu as pu recevoir, toi, en France? En fait, tu vas voir que déjà, l'éducation a énormément changé en France depuis que j'y étais. Enfin, ça ne me rajeunit pas de dire ça. Ensuite, tu verras qu'entre chaque école, il y a des cursus qui sont très différents. Et nous, on est très satisfaits, en fait, pour notre fils qui a déjà rentré dans le système scolaire. D'accord, super. On va passer aux avantages, inconvénients. Donc, quels sont selon toi les meilleurs aspects de la vie ici à Singapour? Parce que ça fait quand même 20 ans que tu vis ici. Et est-ce que d'un autre côté, il y a des choses que tu trouves un peu frustrantes ou difficiles ici? On l'a déjà vu dans certaines de tes vidéos, c'est une vie qui est quand même très agréable, on est assez protégé et ça permet justement d'évoluer assez focus sur son travail. Alors pour un entrepreneur comme moi, c'est extrêmement porteur. Il y a une dynamique que l'on retrouve à la fois dans la communauté francophone et dans le paysage, je dirais, local, et ça permet justement d'être porté par ça et vraiment de bien développer son activité ici. Maintenant, d'un point de vue famille, c'est vrai que la famille nous manque, c'est le cas pour les expatriés souvent, et il y a moins de support de la part de la famille, c'est quelque chose à prendre en compte quand on a des enfants en bas âge, de savoir que grand-père et grand-mère ils sont pas là finalement, donc on va se rapprocher plutôt de services à domicile ou d'autres formes de support.
D'accord, très bien. On va passer au côté professionnel. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité en ce moment professionnelle et ce qui t'a amené à exercer dans ce domaine à Singapour? Bien sûr, alors il y avait un vrai besoin en fait que j'avais identifié d'un support très personnalisé en fait sur les accompagnements des problématiques de santé à Singapour. Donc pour la communauté francophone comme pour les autres expatriés. Donc faut replacer un peu les choses. Singapour c'est petit, c'est 6 millions d'habitants. Sur ces 6 millions, il y a à peu près 3,5 millions de Singapouriens, à peu près 500 000 résidents permanents et près de 1,5 million de non-résidents. Donc ça fait presque un tiers ou plus d'un tiers en fait qui sont justement des expatriés. Donc c'est une très grosse communauté et il faut savoir aussi que à Singapour, l'employeur n'est pas obligé en fait de fournir une assurance santé. Il y a la contribution pour les Singapouriens et les résidents permanents au CPF, qui a une part justement de couverture santé, mais qui reste assez minime que pour les très gros problèmes. Mais par contre, pour le reste, et même pour les Singapouriens, il faut une assurance privée qui vient compléter ou qui vient même prendre l'ensemble de la protection nécessaire pour les risques financiers. Alors on parle de risques financiers, c'est quoi? C'est des coûts importants pour la santé. C'est vrai que souvent, Singapour est montré du doigt, à tort ou à raison, parce qu'on va en parler. Il y a une manière aussi de se soigner ici qui n'est pas forcément beaucoup plus chère qu'en France. Et le gros changement, c'est justement que par rapport à la France, lorsque vous arrivez, on a l'habitude que tout soit remboursé justement à travers notre couverture de sécurité sociale. Mais ici, c'est pas le cas. Il faut faire des choix. D'accord. Donc tu viens de nous dire que l'assurance santé locale ne suffit pas clairement pour un expatrié français. Et il est préférable de souscrire à une assurance internationale. Alors, j'ai indiqué que justement l'employeur n'était pas obligé de vous donner une assurance santé. D'accord. Souvent, et dans 50% des cas que notre entreprise traite, les personnes sont arrivées avec une offre d'emploi et ne se sont pas rendus compte que on leur a indiqué que l'assurance santé était couverte, finalement c'était une assurance qui n'était pas suffisante. On parle de limites sur l'hospitalisation qui sont trop basses, par exemple, ou on parle de couverture très limitée, même géographiquement. Si ça couvre que Singapour, alors que vous voyagez toujours et que vous voulez pouvoir retourner vous faire soigner en France, ce n'est pas suffisant. Donc, je dirais que à peu près 50% des dossiers que nous on traite, ce sont des personnes qui viennent ici ou avant de partir, qui ont besoin de notre expertise pour les accompagner sur des complémentaires. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, quels critères il faut prendre en compte pour bien choisir son assurance complémentaire à Singapour? Donc, tu nous as dit regarder le plafond de l'assurance de l'employeur si on en a une. Mais y a-t-il d'autres critères selon l'âge ou la taille de sa famille? Est-ce que tu peux nous donner Alors, ce qui est intéressant, si on prend un peu de recul, c'est que finalement, lorsque vous allez arriver à Singapour de la France, vous aurez peut-être fait une recherche Internet, vous serez peut-être passé par des comparateurs en ligne, mais ils n'auront jamais la dualité de la connaissance, l'expertise entre, je dirais, l'offre européenne, qui inclut la CFE, par exemple, et autres, et l'offre locale, qui, elle, va avoir des intérêts de flexibilité. On va retrouver sur les produits propres à Singapour, par exemple, la possibilité d'avoir certaines personnes de la famille avec une couverture hospitalisation qui est accrue, et certaines avec une couverture, par exemple, les enfants, qui ont des besoins en vaccination ou qui ont des besoins avec des spécialistes plus réguliers, avec une couverture soins courants qui les accompagne également. Donc, en fait, si vous n'avez pas la double perspective sur le marché de la couverture internationale, vous manquez quelque chose. Donc, c'est pour ça que accéder en fait à des conseillers qui sont sur place et qui vous accompagnent avec cette expertise, c'est extrêmement important. D'accord. Donc toi, clairement, quel service tu proposes aux expatriés français ou non français d'ailleurs, francophones à Singapour? On peut te joindre, on peut boire un café ensemble et tu nous expliques toute ton offre médicale, etc. sur les assurances. Que santé également ou les assurances en termes de patrimoine, d'autres risques Est-ce que tu peux nous... Alors exactement, on peut prendre un café, Arnaud, mais on peut aussi prendre une bière. Donc ça c'est rassurant. Mais alors c'est souvent en fait des personnes qui sont avant le départ qui nous contactent également parce qu'ils ont besoin justement de mieux comprendre l'offre qui leur a été faite. Et donc nous on se place en amont comme ça avec une expertise. Quand tu reviens à la complémentaire, il y a aussi pas mal de gens qui viennent nous voir en disant « Ah ben le dentaire il est complètement nul » ou « La maternité n'est pas présente sur la couverture de mon employeur, j'ai besoin d'être accompagné ». Alors la maternité, c'est un vrai dossier.
lorsqu'il y a un besoin maternité ou que vous souhaitez fonder une famille en fait à Singapour, on va avoir besoin de regarder un certain nombre de choses à couvrir en termes de prévention et de risques. Il faut savoir que c'est un coût important. On parle des coûts. La maternité, c'est pour l'accouchement, ça va être entre 10 et 25 000. Donc, on va regarder… Là, tu parles des hôpitaux publics et privés ou… Public et privé. Donc, vous pouvez être entre, 5 000 Singapour dollars jusqu'à 25 000 Singapour dollars uniquement pour l'aspect accouchement. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte et c'est très important de les rappeler. Il y a les complications qui sont dues à la grossesse, donc en amont, prénatale. Il y a les complications d'accouchement qui, je dirais, sont le plus gros risque. On parle d'hémorragie postpartum ou autre. Et là, comme il s'agit d'actes, disons, qui nécessitent une vraie hospitalisation potentiellement longue, il y a des coûts importants. Il y a le suivi du nouveau-né. Est-ce que votre plan, il va permettre de rajouter votre nouveau-né directement sans questionnaire médical? Très important. Il y a les anomalies congénitales. Est-ce que votre plan va permettre de prendre en charge sans limite les anomalies congénitales également? Donc, beaucoup de choses à prendre en compte. Beaucoup de plans ou beaucoup d'assureurs, je dirais, ont été brûlés par la maternité parce que les coûts ont complètement explosé et les gens prenaient en fait un plan maternité que pour une durée du délai de carence jusqu'à 1 an après la maternité. Donc, en fait, c'était économiquement pas viable. Donc, c'est là où des bons plans peuvent être proposés par vos experts, comme chez nous, chez Interexpat. Et les bons plans vous permettent justement d'être sûr d'être couvert sur l'ensemble des points que j'ai évoqués. D'accord. Donc effectivement, bien regarder son contrat d'assurance, mais parfois le commun des mortels est un peu perdu par ces contrats, c'est pas très clair, c'est toujours des petits points, des petites notes. Est-ce que tu peux aider aussi les gens à comprendre exactement qu'est-ce que couvre leur assurance et savoir ce qui leur manque? C'est quelque chose que tu peux… Oui, alors maintenant, on a quand même une bonne connaissance des principaux employeurs français, puisqu'on a des clients qui sont dans les grands groupes. Donc, dès qu'on a une personne qui nous dit qu'ils arrivent en contrat local chez un avionneur ou tu connais déjà les assurances. Voilà, exactement, on connaît déjà. Et donc, on peut les aiguiller sur un peu qu'est-ce que font les employés déjà, quels sont les complémentaires auxquels ils ont accès. Et effectivement, comme tu dis, c'est toujours dans le fine print, c'est toujours les petits mots du contrat. Notamment, je reprends l'exemple de la maternité. Si tu ne sais pas que ton nouveau-né va pas être ajouté à ton plan sans questionnaire médical, tu prends un risque énorme en fait. Si ton enfant, notamment, il va passer directement en ICU, en intensive care, la nuit en intensive care ou la journée, les 24 heures en intensive care pour néonatal, on parle de plus de 3 000 $. Donc ça monte très rapidement. C'est pas rare d'avoir des maternités qui coûtent environ 70 000 $, donc 50 000 €. Voilà. Donc ça, c'est une grosse différence avec Hong Kong, où j'ai vécu à Hong Kong avant et où les complications de ce genre sont traitées dans les hôpitaux publics et coûtent quasiment rien. Dès lors qu'on est résident, pas forcément permanente résidente, mais résident employé à Hong Kong, ça coûte quasiment rien. Donc là, c'est vraiment une énorme différence. Il faut faire très attention si vous expatriez à Singapour. Alors c'est intéressant, Arnaud, ce que tu dis. Le système de soins singapourien public est formidable. On regarde KK Hospital, KK Women and Children Hospital, qui est la plus grande, qui est le plus grand hôpital pour femmes et enfants en Asie. On parle de 830 lits, plus de 10 000 naissances par an. Ça fait, je te laisse faire le calcul, ça fait à peu près 30 naissances par jour, tu vois. Et moi-même, mes enfants sont nés à KK Hospital. À peu près un tiers, finalement, des citoyens singapouriens sont nés à KK Hospital. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les coûts sont moins élevés. Donc, c'est vrai que lorsque vous êtes bien aiguillé par votre accompagnateur, votre conseiller, vous avez aussi accès à ces bons plans de soins, que ce soit pour les GP, que ce soit pour les spécialistes. Il y aura parfois des prix qui sont différents pour les non-résidents, donc les EP holders, les dependent pass et tout, et les résidents. Mais toutefois, vous avez accès à des super soins. Singapour General Hospital, 2000 lits, des meilleurs spécialistes que vous pouvez trouver dans la région. Tang Tong Seng, pareil, à peu près 2000 lits. Donc, un très très bon réseau de soins publics, c'est très important. D'accord. Tu as mentionné brièvement la CFE, donc est-ce que tu peux nous clarifier un peu les choses sur la CFE, parce qu'on entend beaucoup d'expatriés mentionner la CFE, qu'il faut absolument prendre la CFE pour être mieux couvert. D'autres, au contraire, ne souhaitent pas prendre la CFE. Donc,
quel est ton avis? Quel conseil tu pourrais donner aux expatriés? Est-ce qu'il faut prendre la CFE ou ne pas la prendre? Alors, voilà. sur la CFE, il s'agit d'un régime auquel les Français de l'étranger ont encore accès pour continuer leur droit de sécurité sociale. Pour ce qui est de la tranche santé uniquement, hein, il y a une tranche retraite, mais moi je ne couvrirai pas ça. Il s'agit de quelque chose qui est assez formidable pour certains cas, certains dossiers qui auraient besoin justement d'une continuité sur des conditions préexistantes ou des affectations longue durée. Pour ça, il faut le dire, la CFE ne vous laisse pas tomber et donc vous avez accès à cette continuité qui est importante. Deuxième aspect qui peut être parfois relevé comme positif, c'est que finalement la CFE c'est un prix fixe. Donc, si vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup, bah finalement le prix ne change pas, donc vous aurez que la complémentaire à payer. Il faut voir que sur les taux de remboursement pour Singapour, c'est beaucoup trop faible, donc ça ne permettra pas de subvenir à vos besoins en termes de prévention de risque. Maintenant, la complémentaire plus la CFE, c'est équivalent au prix d'une assurance au premier euro. Donc ici, vous avez en plus accès aux plus grands assureurs. Hein. On parle d'April International, on parle de Now Health, on parle de Cigna, qui, eux, vont vous donner des produits qui sont enregistrés ici et qui vont avoir une flexibilité, une connaissance aussi des besoins qui est complètement différente de celle que vous pourriez avoir en France. Donc, c'est important d'avoir des experts qui connaissent les deux et qui peuvent vous aiguiller correctement autour de ça. Donc, quand vous passez finalement par des gros comparateurs de prix, vous savez, en ligne, on en parle beaucoup, qui eux, auraient un prisme qui est uniquement dirigé depuis l'Europe ou depuis la France, vous perdez finalement cette expertise locale qui peut vous accompagner. D'accord. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour ces clarifications sur la CFE et l'assurance. Je voudrais parler un petit peu maintenant de tes perspectives. Est-ce que tu te vois vivre encore des années ici à Singapour jusqu'à ta retraite et prendre ta retraite ici? Ou alors tu souhaites revenir en Europe? Quelles sont tes perspectives à moyen, long terme, on va dire? Alors, il ne faut pas se le cacher, la géopolitique mondiale aujourd'hui, elle est quand même un petit peu complexe. Elle a un impact certainement sur les mouvements migratoires des gens à travers le monde. On voit que de plus en plus de pays sont de moins en moins accueillants. Et ça va aussi pour nos pays dans la région. On voit qu'il y a des visas qui sont plus difficiles à avoir. On voit que, je dirais qu'il y a un nivellement vers le haut qui est assez problématique pour nous, même à Singapour. C'est difficile de recruter des gens qui sont, disons, en junior, avec des salaires accessibles pour monter ton entreprise. Donc oui, cette géopolitique, elle fait que il faut savoir être flexible et trouver les relais de croissance qui seraient intéressants. Donc, pour ta question, moi, je suis établi ici. On vit très bien. On a malheureusement l'avion qui prend un peu plus de temps justement pour rentrer en France. Tu sais que maintenant, c'est presque 14 heures. On aurait souhaité que dans ces 20 ans, bah, finalement, on coupe le temps de voyage. Il faut parler à nos amis de chez Airbus. Ils nous ont ravis avec la 380, mais ils nous ont pas sorti le supersonique. Pas encore. Donc, c'est pour te dire que finalement, on n'est pas très loin de la France quand on est à Singapour. Par contre, c'est intéressant, quand on est en France, j'ai souvent le sentiment qu'on se sent assez loin de Singapour. Donc c'est pour ça que d'avoir un partenaire, un conseiller qui est sur place, déjà, c'est la chose la plus importante, je dirais. Et c'est le coup de téléphone à un ami, finalement. Et on a tous un ami qui est à Singapour. Et ben moi, je suis l'ami pour beaucoup de mes clients, justement. Ok, merci Sébastien. Enfin, le mot de la fin, quel conseil donnerais-tu aux Français ou francophones? Cette chaîne est regardée par des Canadiens, des Suisses, des Belges, pas mal de gens en Afrique, Afrique du Nord également. Donc, quel conseil donnerais-tu à ces personnes, francophones ou pas d'ailleurs, qui souhaiteraient s'expatrier à Singapour, hein? Deux, trois petits conseils peut-être pour les... Ça reste un hub formidable pour développer en fait à la fois sa carrière et développer les marchés si vous avez un produit que vous souhaitez représenter. Donc vraiment se souvenir que aller à Bali avec son ordinateur, c'est bien pendant quelques mois, mais finalement c'est ici que le vrai business, que la vraie, je dirais, le vrai accès à des marchés internationaux se passe. Beaucoup plus que si vous êtes en Thaïlande ou si vous êtes en Indonésie, à Bali par exemple. Donc, continuez à pousser. Encore une fois, le VIE, c'est un peu trusté par les grands noms aujourd'hui, mais au contraire, faites en sorte que les PME que vous connaissez dans votre région, par exemple, puissent avoir accès à ça. N'oubliez pas quand même qu'il y a les postes de coût dont on a parlé, mais faut y aller. Et si vous avez votre partenaire, vous n'êtes pas encore marié, qui part à Singapour, tentez votre chance. Il y a vraiment
encore, même s'il n'y a plus certaines formes de visa comme avant, il y a encore des possibilités pour vous. Sachez que vous pouvez aussi travailler pour des clients en dehors de Singapour, sans forcément avoir un visa ici. Alors ça, c'est quelque chose qu'on parle peu, mais finalement, si votre entreprise elle est encore en France et que vos clients sont en dehors de Singapour et que votre business n'a rien à voir avec ce Singapour, vous avez tout à fait le droit de continuer à travailler comme ça. Très bien. Ok, bah, très bien. Je te remercie beaucoup, Sébastien, pour merci, toutes ces informations et ton partage d'expérience. Si on veut te joindre, je mettrai ton email et ton site internet sous la vidéo. Ça marche. Et merci encore et bonne journée. Merci, à bientôt à Singapour alors. Au revoir.